Salut. Vous êtes vaillant là, 9h30, deuxième jour, ça. Il va falloir que régulièrement j'ai un petit gimmick ou un petit machin pour vous réveiller parce que je pas eu mon café moi encore. Ça va ou Ah ouais. D'accord. Non, on est entre nous, regardez, on est une petite centaine, ça. C'est pas, tu vois, c'est pas le palais des congrès, quoi. Pas 3000, quoi. Bon, allez, bonjour. Il y a le lien sur les slides à la fin, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, des trucs. Vous pouvez live tweeter vos races, ça, y a pas de problème. On n'est pas à Devox, t'as le droit de tweeter, hein. Pardon. Pardon. Enfin, non, mais. Donc bonjour, je m'appelle Christophe, je débarque de Paris, j'ai une boîte qui s'appelle Des Insights, on fait de la formation et j'arrête pas de faire des conférences sur plein de trucs, et notamment sur ES 2015 et au-delà, que vous connaissez peut-être plus sous son petit nom historique ES6. Et donc, justement, reparlons un petit peu de... Ah, j'aime pas être obligé de... bien en face du... de cette sorte de nommage déjà pour se mettre d'accord. Est-ce qu'on dit ES6 ou est-ce qu'on dit ES 2015? Tabulation ou espace? Vim ou Emacs? 2 ou 4 espaces? Point virgule? Donc déjà, bon, le vrai nom c'est ES 2015. Et ça fait chier, t'as vu, parce que ça a l'air loin déjà. Et pourtant tu n'en fais pas encore. Tiens. En fait, très probablement, la plupart d'entre vous... Est-ce qu'il y a ici, donc, qui ici fait du JavaScript? Voilà. C'est ta bouée de sauvetage, hein. Faut investir. Hein. C'est pas Java ou PHP ou .NET. Hein. Je ne troll jamais. C'est... Ah non, vraiment pas. J'ai une réputation d'ailleurs de mec tout à fait... qui ici, en fait, utilise... donc, pas spécialement ES 2015, hein, peut-être plus le JavaScript, on va dire, traditionnel, mais dans ton JavaScript traditionnel, tu n'utilises jamais des choses comme, disons, Object Defined Property. Donc tu fais du JavaScript, classique, comme on voit depuis tout le temps, et tu n'utilises pas les choses comme Object Defined Property. Vas-y, lève la main. Genre, tous les autres font du Object Defined Property, quoi. Non mais, non. Hein. Donc, parce que l'ECMAScript traditionnel que la plupart d'entre vous faites, c'est de l'ES3, qu'on pourrait appeler ES 1999. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, tu étais en primaire. Et si tu as l'impression d'être à la rue, eh bien oui. Eh bien oui. Hein. Et tu vois, on est en train de parler de ES 2015 alors qu'on est fin 2016, hein, déjà. Tu vois, donc, c'est pour te donner une idée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ECMAScript, effectivement, ECMAScript, d'abord, c'est le nom officiel du langage. Hein. JavaScript, techniquement, tout le monde JavaScript, il n'y a aucun problème avec ça. Mais techniquement parlant, c'est une marque de Mozilla. Le langage officiel, le standard, etc., c'est ECMAScript, d'où le ES que vous voyez fleurir un peu partout. Et avant 2015, on les nommait par leur version, donc ES1, 2, 3, qui est celui qui est utilisé par la plupart des gens sur le front. 5, ES5, on a attendu très longtemps, puisqu'il s'est passé 10 ans entre ES3 et ES5. Et celui qu'on pensait que s'appellerait ES6, qui lui aussi a mis 6 ans et qui est pratiquement un nouveau langage. Hein. Alors je ne suis pas ici pour vous parler de tout ce qu'il y a de nouveau dans ES 2015, je l'ai déjà fait l'année dernière, en 2015, et pas mal de fois depuis. C'est génial, ES 2015 ça défonce sa race, mais c'est presque un nouveau langage tellement c'est énorme par rapport à ce qu'il y a avant. Mais avant ça, justement, on avait des versions qui étaient hyper éloignées, et du coup, le TC39, qui est le comité qui pilote JavaScript, ECMAScript donc, c'est dit, de toute façon, maintenant, on en sort un tous les ans. Et c'est vrai, on en sort un tous les ans. En mars, on gèle tout ce qui est prêt dans la spécification. Et ça sort en juin, avec un tampon officiel de l'ECMA, chaque année. Donc, juin 2015, on a eu ES 2015, etc., etc. Juin 2016, on a eu ES 2016. Et là, on sait déjà quasi certainement tout ce qui sera effectivement validé pour mars prochain, pour ES 2017. Et donc, on les nomme par année, parce que c'est un peu plus logique. Sinon, on va vite se retrouver en ES 14, tu vois. Faire penser à Chrome et tout ça. Et puis aussi parce que marketingment parlant, si je te dis ah tu fais de l'ES6, et il me fait ouais non je fais de l'ES5, je fais oui bon c'est pas. Tu vois. Mais si je te dis ah tu fais de l'ES 2016, et tu fais ouais non je fais de l'ES 2009 et là ça se voit que tu rames quoi tu vois. Donc il y a un côté un peu amour propre du dev où on fait ouais non mais sors-toi les doigts quoi. C'est un peu le voilà.
Hein. Alors, l'ES 2015, l'autre manière aussi, c'est depuis ES 2015, ça a complètement changé en fait la manière de faire avancer JavaScript, puisqu'aujourd'hui, en fait, pour que quelque chose atteigne ce qu'on appelle le stade 4 dans la spec, qui veut dire qu'effectivement, à la prochaine version, il sera dedans, il faut qu'il y ait au moins 2 implémentations de référence opérationnelles dans la vraie vie, donc dans les navigateurs en général ou dans Node. Donc ça veut dire que quand le truc sort, il est déjà largement pris en charge. À tel point, par exemple, qu'aujourd'hui, ES 2015 est nativement pris en charge beaucoup plus que ce qu'on peut croire, on va en parler. Et même ES 2016, ES 2017, c'est dans 5 mois. Hein, est déjà à 100% pris en charge dans plusieurs plateformes. Hein, donc ça a complètement changé, on n'est plus du tout dans le web, une fois que ça sort, il faut attendre 4 ans, etc. La prise en charge est bien meilleure, ceci dit, elle n'est pas de 100% automatiquement, et a fortiori en avance, et donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc la prise en charge native de S 2015 est bien meilleure qu'on ne croit. Dans Edge 14, on ne parle plus d'IE, hein, ça sert à rien IE, je veux dire, bon, dans la vraie vie, évidemment, on va voir que oui, mais IE quand même. Hein. Mais en termes d'innovation, il ne se passe absolument rien dans IE. IE 11 est la toute dernière version, il n'y en aura pas d'autre, et elle ne sera plus prise en charge par Microsoft dans moins de 6 mois. Donc c'est vraiment dans Edge que ça se passe. Edge 14 a une excellente prise en charge native, vous le voyez. Firefox 52 aussi, Chrome 53, Opera 40, Safari 10 et donc iOS 10 ont 100%, comme ça c'est fait. Ils ont même 100% en fait de ES 2017 tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc tu vois c'est... Et Node, la long-term support de Node, la 6.9, est à 99%. Et en général, 90% là-dedans, ça suffit largement, parce qu'en général, les 10% qui restent, c'est des trucs super obscurs dont tu n'as strictement jamais besoin, genre symbol.species, des choses comme ça, le fait que je sais pas, les itérateurs s'auto-closent, enfin, tu vois le truc. Si t'es pas Axel Rochemayer ou Nicolas Zakas, tu t'en fous, quoi. Mais dans la vraie vie, en particulier si tu fais du front, tu dois gérer des plateformes où c'est relou. Hein. Si tu fais qui ici fait du JavaScript donc dans le front, dans les navigateurs? Eh ben oui, c'est normal. Au sens large. Hein. On va pas compter Electron parce qu'Electron il est dans les tout derniers et tout. Enfin, quand tu as vraiment la maîtrise de la plateforme, c'est une chose, mais quand c'est du B2C comme ça et t'as pas la maîtrise du navigateur en face, bah, tu imposes une version minimum. Et a priori, qui ici doit encore gérer une version d'IE, fut-elle juste la 11? Eh oui. Qui ici doit gérer IE 8? Ah, t'as vu? C'est bien ça. Hein, c'est vachement bien parce que... Mais IE 9. Eh oui. Et c'est pas tellement qu'IE 9 il est plus mieux. Hein. Je veux dire, IE 9 en CSS, il est aussi merdique qu'IE 8. Hein. Mais par contre, IE 9, il est avec ECMAScript 5. Et Canvas, mais ça on s'en fout. Il est avec ECMAScript 5 et ça veut dire que justement on va pouvoir utiliser tous les ECMAScripts qu'il y a derrière. Donc il y a juste un truc qui n'est pas pris en charge nativement par personne aujourd'hui, c'est les modules natifs de ECMAScript 2015, tout ce qui est import, export, machin et tout, qui sont super géniaux, qui défoncent tout, mais qui sont une histoire qui n'est pas encore complètement aboutie, ni côté front, ni côté back dans Node, qui a son propre système de modules, mais ça évolue beaucoup en ce moment, et donc je pense que d'ici mi-2017, on aura une vraie solution native pour ces trucs-là. Donc quand tu es sur, et là on parle que de ES 2015, mais ES 2016, alors bon, il était tout petit, en fait, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais ES 2016, tu vois, voilà, après tout on est en 2016, hein, et je te parle même pas des suivants, ES 2017, puis 2018, 2019, 2020, il y a des choses aujourd'hui dont on a la spec, on voit la fonction, elle a l'air super cool, elle est en stade 2 si ça se trouve, bonjour Gérard Holtz, et du coup, ça se trouve, elle sera là qu'en 2020, tu vois, officiellement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a Babel. Qui ici a entendu parler de Babel? On va le faire dans l'autre sens, merci. Qui ici n'a pas entendu parler de Babel? Non mais allez-y, c'est cool quoi, voilà. Et il m'en faut 3 ou 4 histoire que les autres suivent. Ah là là... La France, quoi, genre, non. Je vous dis, j'aime bien, hein, parce que c'est binaire. C'est t'as entendu parler ou t'as pas entendu parler. Il y en a un tiers qui a dit oui, j'ai entendu parler, et les 2 autres tiers ne lèvent pas la main quand je dis qu'ils n'ont pas entendu parler. Mais c'est pas grave, j'ai les photos. Babel, c'est devenu absolument incontournable pour l'écosystème JavaScript en général. C'est ce qu'on appelle un transpiler. Donc un transpiler, c'est quoi? C'est-à-dire que ça prend du source, ça produit un autre source. Un préprocesseur CSS, c'est un transpiler, comme ça, sous less ou machin, hein, Stylus et tout. Et Babel est un transpiler qui prend en fait des versions modernes, voire futures de ECMAScript, hein, des choses qui sont même en proposal en stade 0 à l'heure actuelle, donc très tôt dans le processus, ainsi que des choses autour, comme par exemple la syntaxe JSX de React ou les annotations flow
des choses comme ça, et qui transforme ça en ECMAScript 5, qui donc tourne partout où il y a de l'ECMAScript 5. Ce qui pour les navigateurs veut dire tous les navigateurs modernes et IE depuis IE 9. Hein, ce qui commence à bien couvrir le besoin pour nous. Hein. Donc ça transpile absolument tout, sauf un truc assez velu qui s'appelle les proxies, mais qui n'intéresse finalement qu'assez peu de gens. Et souvent, ces gens-là sont plutôt côté Node, donc à la rigueur, ils l'ont en natif, ou alors ils peuvent se permettre de réduire les navigateurs. La performance n'est pas un problème. Hein. En général, en développement, tu transpiles à la volée, comme ça, tranquille. Et puis évidemment, ce que tu vas envoyer en production, c'est déjà le résultat de la transpilation. Et le code produit par Babel est très clean et très performant. Hein. C'est pas Dart, tu vois. C'est vraiment un truc carré. Au même titre que le code produit par TypeScript 2, par exemple, est plutôt clean et très performant. Un peu moins lisible que celui fait par Babel, mais ça reste solide. Donc Babel est téléchargé même ça a changé un peu encore, plus de 60 000 fois par jour. Il y a plus de 2000 modules noyaux dans NPM qui en dépendent. Quand Babel a un souci, en général, Twitter fait l'écosystème explose. Et c'est intégré avec absolument l'univers, on y reviendra justement, c'est un des sujets de ce talk. L'intérêt d'outils comme Babel, c'est qu'il nous a permis vraiment d'utiliser maintenant du ECMAScript moderne, voire l'ECMAScript futur, si on le choisit, et les nouvelles syntaxes, les nouveaux machins. Et c'est très 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 important, même pour le développement d'ECMAScript, parce que ça permet d'avoir énormément de gens qui font du retour sur une API, sur la syntaxe, sur l'utilisabilité, sur les éventuels cas à la marge, etc. en amont, ce qui fait que quand le truc sort officiellement dans la spec, il est blindé, parce qu'il a vraiment eu beaucoup de retours de la vraie vie, et pas simplement des spécificateurs et des implémenteurs. Aujourd'hui, tous les gros projets JS de premier plan utilisent Babel et utilisent de l'ECMAScript 2015 au-delà via Babel. Alors évidemment React, Ember 2, Aurelia, Angular 2, JSPM, tout ça c'est entièrement autour de Babel. La plupart des grosses boîtes qui utilisent React, c'est-à-dire la plupart des grosses boîtes, donc notamment Walmart, Netflix, Uber, PayPal, Yahoo, Airbnb, Facebook évidemment, 29 000 composants React, plus d'1 million de lignes de code JavaScript, etc. Tout ça, c'est de l'ES 2015+, transpilé via Babel. C'est solide. Hein. Facebook l'a jugé suffisamment critique pour qu'ils aient embauché tout le staff, direct, comme ça c'est fait. Et donc ils investissent énormément dans Babel. Je veux dire même financièrement et en termes humains. Aujourd'hui, Babel, c'est 250 contributeurs, mais il y en a plus de 20 qui sont du temps plein chez Facebook. Hein. C'est à la base né en 2014, c'est tout récent, ça s'appelait 6 to 5 à la base. C'est Sébastien McKenzie qui faisait ça, aujourd'hui c'est énormément de monde. Hein, et c'est un élément absolument critique à l'infrastructure, à la mission. Il a rejoint la JS Foundation récemment, qui pareil assure sa pérennité financière et opérationnelle. Et donc Babel n'a pas du tout vocation à disparaître au fur et à mesure que la prise en charge native est là, puisqu'il est toujours en avance de phase. Il nous permet toujours d'utiliser les prochaines versions dès maintenant. Hein, ce qui est devenu une partie, encore une fois, critique du workflow. Et moi, je suis là pour vous parler notamment du fait qu'il y a quand même une prise en charge native qui est de plus en plus grande, des fonctionnalités dont on a besoin, et que du coup, on n'est pas obligé de tout transpiler avec Babel, on n'est pas obligé de tout transformer en ES5. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, pour la prod notamment, le périmètre vers lequel on veut déployer, qu'est-ce qu'on veut gérer comme navigateur, etc., machin, et en fonction, ou comme node, et en fonction de ça, choisir dire, bah voilà, tout ça est pris en charge nativement, donc il me reste juste ça, ça et ça que je vais transpiler, le reste je vais le laisser en natif pour avoir et un bundle JavaScript le plus petit possible et des performances les meilleures possibles en exécution. Donc Babel est à base de plugins, de ce qu'on appelle des syntaxes et des transforms. Un plugin de syntaxe, ça va permettre à l'analyseur syntaxique, ce qu'on appelle le parseur, enfin le lexeur et le parseur, de reconnaître une syntaxe, par exemple de dire tiens, bah ça c'est une fonction fléchée, je sais ce que c'est, je sais que parenthèse, tag, flèche, c'est une fonction fléchée. Et derrière des plugins dits de transformation qui vont prendre certains morceaux de l'arbre syntaxique et pondre de l'ECMAScript 5 sur cette base-là. Ça fait du monde, c'est très très bien découpé, mais par exemple pour ES 2015, ça représente plus de 21 modules, juste ES 2015, plus de 21 modules de syntaxe et de transform. Il y a plus de 60 modules officiels dans Babel, plus les non officiels. Et donc évidemment, tu n'as pas envie de te faire chier à faire une conf comme ça pour le cas lambda. Si tu veux faire ça, fais du grunt. Hein. Voilà, c'était le deuxième. C'est soft, ça fait 10 minutes que je suis là, c'est le deuxième, on est vraiment tranquille.
Donc il y a ce qu'on appelle les presets. Les presets, c'est déjà des groupements déjà définis de plugins. Il y a 5 presets officiels qui s'appellent ES 2015, ES 2016, ES 2017. Chacun s'occupe juste de son année à lui, pas des années avant lui, donc il faut éventuellement les cumuler. Il y a un plugin dont on parlera qui est génial, qui s'appelle Latest, qui est en permanence calé sur la toute dernière version, en fait, même la version à sortir, en fait. Et il y a le plugin React, donc qui intègre la syntaxe JSX notamment, qui sont les officiels. Il y a des plugins expérimentaux qui correspondent aux différents stades d'évolution des propositions au sein du TC39, du stade 0 jusqu'au stade 3. Le stade 4 n'a pas son propre plugin puisque c'est celui de la prochaine version. Et il y a plus de 750 plugins communautaires sur tout et n'importe quoi. Des choses qui font des optimisations, par exemple, de bundle, ou qui font du linting, ou qui font des tas de choses. Donc c'est assez classe. Quand on fait du Node, il y a un truc génial qui s'appelle Latest Minimal. Quand tu fais du Node, ce qui est cool, comme tous les gens qui font du back, c'est que tu sais exactement vers quelle version tu vas déployer. T'es pas, je sais pas, c'est l'internode, quoi. Et du coup, tu peux te permettre, au lancement, de faire ce qu'on appelle de la feature detection, donc de détecter la prise en charge effective dans ta plateforme de telle ou telle syntaxe, pour ne transpiler que ce qui reste, en fait. Que ce qui reste vis-à-vis de la cible qui n'est pas pris en charge nativement. C'est totalement dynamique. Et donc il y a un preset qui s'appelle Latest Minimal et qui fait exactement ça pour Node. Et c'est vraiment celui que je recommande quand on fait de l'ECMAScript moderne dans Node, c'est Latest Minimal, qui va à chaque fois, hop, il se lance en une fraction de seconde, il détecte ce qui est pris en charge nativement, ce qui ne l'est pas, et il va juste charger les transpilers pour ce qui manque. Donc c'est vraiment génial. Et c'est zéro maintenance. Et donc, bien plus que ES 2016, on l'a vu, ES 2017, les stades, etc. Par exemple, moi j'adore utiliser Object Spread et Object Rest, qui sont d'ailleurs passés au stade 3 maintenant et qui seront peut-être dans 2017. Et le Binding Operator, c'est un truc que je trouve hyper mignon, mais c'est du stade 0 pour l'instant. Donc ça se trouve, ce sera ES 2019, tu vois, ou 2020. Bah, moi je veux m'en servir maintenant. Peur de rien. Donc comment est-ce qu'on va dire ça à Babel en fait? Il y a deux manières de configurer Babel. Il y a un fichier .babelrc. Alors voilà, bienvenue dans l'univers Linux où les fichiers de config s'appellent .bidulrc, hein, ce qui fait toujours peur dans Windows. Et c'est un fichier JSON en fait. Soit si tu passes par des tâches avec l'exécuteur npm, tu passes par des scripts npm, tu peux tout mettre dans une clé Babel dans ton fichier package JSON. Moi c'est ce que je préfère. J'aime pas avoir 40 fichiers de config. Donc je mets là-dedans. Voilà le genre de truc que moi j'ai concrètement en général dans mes programmes Node. Voilà tes presets, et en plus de ça, je rajoute 3 plugins qui m'intéressent, et voilà. Alors on s'installe une bonne fois au démarrage, et on sauve les modules en question, et puis c'est terminé. Alors jusqu'où est-ce qu'on va babeliser? C'est ce que je vous disais. Donc côté browser, si tu dois gérer de l'IE, c'est simple, il faut tout transpiler. T'as pas le choix. Il n'y a absolument pas de gestion satisfaisante de ES 2015 dans IE. Dans IE 9, il n'y a rien. Dans IE 10, il y a 3%. Dans IE 11, il y a 11%, coïncidence. Ça suffit pas du tout. Donc si tu dois faire de ECMAScript moderne et que tu dois le déployer, faire un bundle qui déploie effectivement entre autres sur de l'IE, tu transpiles tout. En vrai, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ce que fait Facebook. Tu vois. Et ça va. C'est ce que fait Airbnb, Uber, Netflix, PayPal, Groupon. Ça va. Yahoo. Bon. Walmart, ça. Enfin, ça scale, quoi. C'est déjà... enfin, si ça marche pour eux, ça a marché pour toi. À un moment donné, le site de la Chambre de commerce de Lyon, tu vois, qui est visité que par les gens de la Chambre de commerce de Lyon, ça va, quoi. Ils sont sponsors, peut-être, faut que je fasse attention. Côté browser, sur ce qu'on appelle les evergreen, donc les navigateurs modernes, c'est-à-dire tout sauf IE. Hein, et quand je dis tout, par contre, j'inclus Edge, qui est extrêmement au taquet. Hein. Si tu prends par exemple les 2 dernières versions, ce qui est assez classique sur les evergreen, vu qu'on sait qu'en général, il y a vraiment l'immense majorité du marché, c'est à chaque fois leurs 2 dernières versions, puisqu'ils s'auto-mettent à jour. Tu arrives, tu prends ta petite table de compatibilité de Kangax, tu fais hop, tu listes ce qui manque. Aujourd'hui, par exemple, si je fais ça, je prends tous les navigateurs modernes, je prends leurs 2 dernières versions et je regarde ce qui manque en prise en charge native. Sur les 21 plugins de ES 2015, hop, il m'en reste plus que 6. Donc c'est beaucoup plus light. Mon code, au final, va être plus petit, donc il va charger plus vite, mais surtout, il va s'exécuter plus vite aussi, puisqu'il y a davantage de natifs. Il n'y a que pour Safari. Pour Safari, j'ai limité à Safari 10, parce qu'avant le 10, Safari, c'était vraiment IE6, quoi. À de nombreux niveaux, donc non.
Pour Node 4, bon, il y a des presets dédiés qu'on peut utiliser, mais il faut arrêter avec Node 4, là c'est bon, on est en octobre, fin octobre, la nouvelle version LTS c'est Node 6, on est à Node 7 pour les autres, c'est bon quoi, c'est bon. Hein. Upgrade. Hein. Accessoirement, si tu continues à faire du Node en 0.10, il est officiellement plus du tout supporté, y compris pour les patchs de sécurité depuis avant-hier. Hein. Donc il faut y aller, hein, faut bouger, et pas 0.11 ou 0.12. Hein, non, c'est 6, clac. En plus, ça va beaucoup plus vite. C'est trop bien. C'est-à-dire qu'avant, ça a tracé sa race, et maintenant, ça trace sa putain de race. Voilà. Node 6, donc Node 6, la prise en charge native, depuis la 6.8, on est à la 6.9.1, là, depuis la 6.8, on est à 99% en native, donc tu transpiles en gros que dalle, à part les modules. Il n'y a que les modules. Tu as un plugin, tu peux mettre soit Latest Node 6, soit Latest Minimal, qui sera, Latest Node 6, il est statique, Latest Minimal, il détermine dynamiquement ce qui manque, en l'occurrence, il manque les modules, c'est tout. Donc, c'est là, impeccable. Tu le sens vraiment pas, hein. Ni en dev, ni en prod, tu sens pas la présence en entrelac du truc. Je précise que quand tu es sur Node, tu t'amuses pas à transpiler à chaque fois et à déployer la version transpilée. Hein. Tu installes ce qu'on appelle le Require Hook, Babel Core Register, et c'est bon, tu te poses aucune question, tu codes en ES 2015. Et c'est ça que tu déploies. Hein. Non, il n'y a pas de phase de transpilation côté Node. Hein. Enfin, pas pour produire des fichiers, quoi. Dans Electron, qui ici connaît Electron? Voilà, Electron, ça défonce sa race. En tant que développeur, Electron, c'est juste du bonheur, quoi. Electron, c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de grosses applications desktop, car oui, les applications desktop, c'est toujours un truc, pour le vrai, hein, qui sont faites en Node et en HTML, CSS, etc. La version actuelle d'Electron, la 1.4.5, elle est basée sur Chromium 53, Node 6.5 et V8 5.3, donc un environnement de rêve, en fait, hein, ça déboîte. Vous utilisez certainement des applis Electron, si vous utilisez, je sais pas, GitHub Desktop, ou... alors pas Slack, parce que pour des raisons historiques, ils ne sont pas sur Electron, mais ça va revenir. Si vous utilisez Visual Studio Code, si vous utilisez plein d'applis comme ça, qui sont très connues, vous utilisez de l'Electron, en fait. Popcorn time. You know. Tout ça, c'est de l'Electron. Et là, vous êtes sur une V8 hyper récente, donc c'est pareil. En plus, vous l'avez et pour votre code back-end et pour le code graphique, vraiment. Donc, il n'y a aucun problème. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer des choses comme Babel dans son EDI? Parce qu'il y a des gens parmi vous qui n'utilisent pas un éditeur, ils utilisent un EDI, parce qu'ils font aussi du back ou n'importe quoi, ou parce qu'ils veulent. Hein, donc, ça se fait. Hein. Par exemple, dans Visual Studio Code, qui ici utilise VS Code comme éditeur? Oh, c'est tout? C'est pas parce que c'est un de Microsoft que c'est mal, hein, c'est hyper cool VS Code. Donc dans VS Code, il n'y a pas de souci, tu as deux installations, une extension notamment que tu installes, le Babel Coloring. Moi je conseille le thème Monokai Extended qui est extrêmement fin pour ça. Et zéro souci quoi. ES 2015, impeccable, coloration, machin. Et il y a le IntelliSense avec les DTS qui te permettent aussi d'aller chercher de la complétion pas trop mal. Il n'y a aucun problème. En fait, techniquement, VS Code est codé en bonne partie aussi avec de l'ES 2015 ou avec du TypeScript. Donc, Visual Studio lui-même. Visual Studio intègre plutôt bien, vous avez des liens, ES 2015, c'est juste que vu que ça prend 25 GB à installer Visual Studio Community Edition et que j'avais pas 25 GB de libre sur ma VM Windows, vous n'avez pas de capture d'écran. Voilà. Ça viendra. Le JetBrains, donc JetBrains, vous savez, c'est IntelliJ, c'est WebStorm, c'est PHPStorm, RubyMine, PyCharm, etc. C'est des EDI qui sont super moches mais qui défoncent. C'est juste que c'est des développeurs qui font le design aussi. Fonctionnellement ça défonce bien, hein. Bon ça consomme de la RAM, genre on dirait Eclipse, hein, mais ça envoie du lourd, et notamment pour tout ce qui est Node ou JavaScript en général, dans l'univers WebStorm en particulier, mais ça marche aussi dans PHPStorm et tout, parce que c'est la même base. Depuis les versions 2016, en particulier les 2016.2, il y a vraiment une intégration native de ES 2015 et de Babel en tant que watcher. Et analyseur, etc. En fait, là où c'est le truc qui est chiant dans l'univers JavaScript pour tout ce qui est IntelliJ, c'est plutôt changer le linter, c'est-à-dire lui dire oui, non, mais je veux pas ESLint avec tes règles à toi, je veux un truc à moi, genre standard JS, mais je le veux dans l'éditeur. Ça, c'est un peu relou à configurer. Mais par contre, ES 2015, Babel et tout, il n'y a pas de problème. Ils sont intégrés de base, ils sont gérés de base, ça se cale sans problème. Eclipse, compassion. Pour les gens qui ont 32 GB de RAM, dont 1 de libre. Alors Eclipse, évidemment, c'est l'enfer. Hein, je comprends pas pourquoi il y a encore des gens, même chez les javaïstes, qui utilisent Eclipse. Je veux dire, what the fuck? Pourquoi vous avez 2 heures par jour à perdre?
Ça vous coûte plus cher juste vous, sans même compter les charges patronales, que la licence pour IntelliJ, tu vois. Alors tu vas me dire non, je fais du NetBeans. Mauvaise réponse, c'est pire. Non, non. Néanmoins, Eclipse étant un système à base de plugins sur lequel tout le monde a fait à coup de plugins gras des EDI pour d'autres choses, il y a un truc qui s'appelle le Turn IDE qui est basé sur l'excellent moteur d'inférence dynamique TurnJS et que vous pouvez utiliser si vous êtes sous Eclipse, vous avez vos habitudes sous Eclipse, vous êtes triste sous Eclipse, pléonasme. Vous faites du JavaScript et des choses comme ça. Je vous conseille de regarder le Turn ID. Franchement, c'est dans la contrainte Eclipse, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu rigoles, mais c'est parce que je mets encore trop l'état techno. Mais ça va venir. Hein, je suis très démocratique là-dessus, c'est tout le monde au même. Dans votre éditeur, comment ça va se faire? Bon, si, comme tous les gens bien, tu utilises Sublime Text 3. Tu as un paquet Babel, hein, et puis comme ça, youpi, nickel, ça marche impeccable. Je te conseille quand même à ce moment-là d'associer une bonne fois pour toutes en cliquant au bouton là sur la syntaxe et en allant tout en haut, là, Open All with Current Extension As, d'associer une bonne fois pour toutes l'extension JS à la syntaxe JavaScript Babel. Comme ça, ne te pose pas de questions, ça intègre JSX au passage et tout ça, ça intègre tout, impeccable, et tu as des plugins après pour l'inférence et tout. Atom, là, une bonne prise en charge en natif. Ceci dit, on peut le pousser plus loin. Qui ici faisait du ST3? Du Sublime Text 3? Utilise Sublime Text comme éditeur? Ah. Ok, non, garde la main. Avec une licence? Bande de rats, quoi. Tu t'en sers tous les jours, tu peux pas lâcher 80 $, quoi. Putain. C'est tellement pro quand t'es en grosse présentation en live coding, tout d'un coup, t'as purchase license. Genre, yeah. Donc, qui ici utilise Atom? Voilà, Atom, c'est une appli Electron, hein, soit dit en passant, donc comme ça, c'est réglé. En fait, Electron est né de là, à la base. Donc, Atom a une bonne prise en charge native, mais vous avez des petites extensions comme Language Babel, et puis on parlait de Tern, Atom Turn.js. J'en ai dégoûté un, là, il s'en va. Il fait... Troll trop, c'est pas possible. Désolé. Donc, Atom a une bonne prise en charge native aussi. Qui ici utilise Brackets? Ah, représente, hein, genre. Bracket, c'est une expérience intéressante d'Adobe sur des petites UX différentes, originales au niveau du développement, les inline editors, ceux qui ont inventé l'éditeur courbe de Bézier pour justement les cubic functions en CSS et tout. Et Bracket, ils ont un truc sympa, il y a juste, pour JSX spécifiquement, il faut une extension, mais sinon pour OS 2015, il n'y a pas de problème, c'est là de base. J'arrive pas à le dire. Qui ici utilise Notepad++? J'apprécie ta franchise, tes coronesses. Je comprends pas. Mais donc il a une sorte, un peu comme sur un peu n'importe quelle thématique, il a une sorte de gestion. Oui, il a un truc à peu près. En courrier new, non anti-aliasé, avec... je sais pas, honnêtement, non. Mais j'ai beaucoup de respect pour le gars qui fait ça en C++, qui bosse chez 4D, qui fait ça tout seul, mais qui le maintient depuis toutes ces années. Mais pourquoi? C'est vraiment... Avant Sublime et Atom et tout, je comprenais complètement la place de ce truc-là chez les Windowsiens, mais aujourd'hui... Vim, bon bah c'est Vim, alors tu peux tout faire, hein. Donc évidemment tu as des plugins qui défoncent, hein, sur le sujet. Il y a des Vimers dans la salle? Hey. Emacs, bah c'est Emacs, donc tu peux tout faire, hein. Apparemment le plugin vraiment le plus populaire sur le sujet c'est le JS de mode. Il y a des Emaciens? Il y a des Emaciens qui n'ont pas fait ni Epitan ni Epitech? Et voilà. Et voilà. C'est ça. Tu connais moi-même, donc j'ai fait Epita il y a fort longtemps, car je suis vieux, et donc évidemment Emacs, hein. Et j'aime beaucoup la blague qui dit que ça fait 10 ans que je fais de l'Emacs, mais c'est parce que je n'ai toujours pas compris comment le quitter. CTRL-X, CTRL-C, logique. Alors évidemment, les mecs te disent, ouais, VI, ça va, un 2.Q, c'est bon, hein. Oui, mais Q comme kit, au moins. Qu'est-ce qui, dans X et C, dit kit? C'est ça, c'est phonétique. Comment j'intègre Babel dans mon éditeur ou dans mon EDI en ligne? Dans JSBean, c'est super facile, hein. Dans JSBean, ici, là, regarde là, voilà, ici, attends, bouge pas. Mouse posé, voilà, hop. Là, tu vois, là. Hein, voilà.
Tu peux choisir en fait dans ton panneau, le panneau de code, tu peux choisir que tu es en OS 6 Babel. Euh, et ça va marcher tout seul. Dans CodePen, même chose, hein, ici, tu peux choisir. Là, voilà. Hein, JS, tu choisis ton mode Babel. Tu peux même faire des réglages par rapport à Babel. Dans JS Fiddle, même tonneau, hein, tu vas avoir ici un réglage dans ton panneau. Dans Cloud9, il y en a qui connaissent Cloud9 ici? Ça défonce sa maman, Cloud9. C'est un EDI complet, mais complet, hein, avec Git, machin, le versioning, le truc, le lancement et tout, en ligne. Sur le cloud. Dans le nuage. Et pas le cloud souverain. Hein. Ça n'existe pas. Le Marcel. Il y en a qui ont suivi ça, Docker dans le cloud souverain, Marcel, pousse Marcel et tout, chauffe Marcel. C'est génial. Donc dans Cloud9, évidemment, il n'y a aucun problème. Hein, c'est géré de base, bien évidemment. Dans votre chaîne de build, bah dans Browserify, qui fait du Browserify ici? Okay. Tu as une transfo Babelify, hein, donc pas de problème, ça marche impeccable. Voilà, soit dans ton script de bundling avec ta petite transfo, tu précises tes presets ou tes plugins, enfin comme d'hab, l'équivalent de la config Babel. Le point Babel RC marche aussi, sinon, si tu as déjà un point Babel RC. Et puis ta petite transfo, il roule ma poule. Dans Webpack, qui fait du Webpack? Qui fait du Webpack 2? Le tree shaking est dans l'ami, hein. Donc on a le Babel Loader, hein, donc voilà, tu fais ta config, ou tu fais pas ta config, parce que si tu utilises Webpack via des trucs automatiques, comme Create React App, ou AJS Webpack, ou Next, ou des choses comme ça, tout est fait pour toi. Mais la config est pas violente. Qui fait du roll-up? Ah, ce serait drôle ça qu'il y en ait. Non, il y a des gens qui font du roll-up? Non? JSPM? Ah, d'accord, ok. Ah bah, donc c'est du roll-up maintenant. T'as un plugin Babel, bien évidemment, exprès pour Rollup, parce que c'est particulier dans Rollup, parce que Rollup, c'est de l'OS 2015 par défaut, nativement. Donc il y a déjà un contexte particulier au niveau de Babel que tu dois gérer. Tu peux pas utiliser le plugin standard. C'est un plugin spécifique au fait que c'est du Rollup. On va rentrer dans les trucs où de base c'est long, mais j'ai voulu faire juste des tasks un peu courtes. Tout le monde sait qu'un gulp file ou un grunt file de moins de 2 mégas n'est pas un vrai, mais tu as évidemment gulp-babel, bien évidemment, qui fait du gulp ici, normalement il y a du monde. Voilà. Donc bien sûr on a gulp babel, hein, tu le pipes au bon endroit, tes source maps d'abord par contre, hein, si tu veux, comme d'hab que tes source maps ça marche bien. Hop, tu colles ton babel et roule ma poule. La config sera externe, elle n'est pas dans le plugin, elle est externe dans le babel RC comme souvent. Pareil avec grunt, hein, grunt c'est dans ta config pareil, tu as le grunt babel, tac tac, tu actives tes source maps, ton machin, youpi, et tu mets ta dépendance de tâches. Et je ne vais pas forcément parler de ton contexte à toi, mais Babel, Louis, hein, là tu as un lien sur la partie install de Babel où tu as des instructions détaillées pour à peu près tous les environnements de la planète. Donc c'est vraiment extrêmement bien intégré. Je vais vous parler également 2 minutes de TypeScript. Il y a des gens ici qui font du TypeScript, un ou deux? Alors TS1 qui fait du TS de TypeScript classique. Et du TS2? Pas dans Angular? Voilà. Donc déjà, si vous faites du Angular 1 ou 2, vous avez toute ma compassion, là aussi. Faites-en sous Eclipse pour être cohérent dans l'expérience. C'est la première fois, celle-là. Elle est pour vous, elle est délicate, elle était inédite. Elle m'est venue comme ça. Je la ressortirai, ceci dit. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Donc le TypeScript vis-à-vis de l'écosystème, enfin d'ECMAScript officiel, en gros, pour simplifier un tout petit peu, bon, TypeScript c'est sympa, hein. C'est de toute façon, comme à peu près tous les langages pondus par Anders Hagberg, c'est sympa. En gros, pour simplifier, hein, évidemment, il y a des petits ajustements, mais c'est à peu près ES 2016 et même certains trucs de ES 2017, notamment Async Await. Plus des annotations de type optionnelles et la compatibilité avec JSX, parce que JSX c'est suffisamment important pour ça. TypeScript 2, aujourd'hui, celui que vraiment si vous commencez TypeScript aujourd'hui ou si vous envisagez de vous y mettre, faites du TS2 directement, hein, vous ne faites pas chier. Transpile par défaut vers ECMAScript 5, mais tu peux lui demander justement de viser ECMAScript 2015. C'est-à-dire toi tu choisis d'utiliser TypeScript parce que pour X raisons tu préfères, ou dans le contexte projet, dans le contexte équipe, ça a plus de sens, etc. Ok. Mais tant qu'à faire, si tu peux viser de l'ES 2015, parce que derrière tu sais que tu vas déployer par exemple sur des edge, pour un intranet ou un extranet ou une chose comme ça, tu peux lui demander de pondre de l'ES 2015, auquel cas il y aura finalement assez peu de changements techniquement dans le code.
dans la transpilation. C'est inclus par défaut dans Visual Studio 2013 Update 2 et tous les autres. C'est inclus par défaut dans Visual Studio Code, bien évidemment. Comme tout l'univers Microsoft, en fait, il y a assez peu d'inférences dynamiques de type dans IntelliSense. C'est beaucoup de l'inférence statique basée sur des fichiers de définition, qui sont très utiles d'ailleurs, ce qu'on appelle les DTS, et de l'inférence dynamique, mais limitée en général aux fichiers courants et à 2-3 dépendances. C'est pas aussi profond que Turn, par exemple, qui est un moteur d'inférence dynamique très très puissant. Il y a néanmoins un très très vaste référentiel utile à d'autres communautés d'ailleurs que TypeScript, qui s'appelle Definitely Typed, et qui est une énorme base de données de fichiers de définition fine de typage, etc. pour tout l'écosystème JavaScript. Les libs, les machins, Node, jQuery, toutes les grosses libs front, etc. Et donc mélanger effectivement avec IntelliSense, c'est assez sympa, ça donne des résultats de complétion et de validation qui sont très utiles pour beaucoup de gens, ça les rassure énormément. Moi je suis pas le client, je n'ai pas besoin d'annotation de type, mais je comprends tout à fait qu'il y a des tas de gens où ça les aide, il y a un vrai boost à la productivité grâce à ça, et à ce moment-là, j'ai rien à redire. Ça s'intègre très très bien, je vous ai mis un lien sur la doc officielle de TypeScript, mais c'est très facile d'intégrer TypeScript à beaucoup d'outils de build ou d'éditeurs. Un petit mot sur Flow, il y a des gens qui ont entendu parler de Flow. Voilà. Donc, TypeScript, c'est pas le seul moyen d'avoir des infos de typage assez fines sur du code JavaScript. Facebook a un projet qui s'appelle Flow, F-L-O-W, qui est excellent. Personnellement, j'ai souvent entendu dire que les retours que fait l'analyseur Flow sur ton code sont plus utiles ou plus efficaces ou mieux foutus, plus informatifs, plus actionnables que ceux de TypeScript. J'ai pas comparé personnellement, donc je n'ai pas d'opinion là-dessus pour l'instant. Babel, il faut le savoir, et d'autres outils comme Turn sont capables de lire les annotations Flow, en fait, surtout quand celles en version commentée, et s'en servir du coup pour améliorer la qualité de du code qui est transpilé ou de la complétion et des infos de validation qu'ils te donnent. Donc si vous êtes intéressé par ce côté, voilà, je voudrais un peu d'enforcement de typage ou de nommage de mes structures pour avoir une complétion plus pertinente, plus utile, plus concise. Mais j'ai pas forcément envie de migrer complètement vers un langage qui techniquement est quand même, oui, open sourcé, mais vraiment très très lié à l'écosystème Microsoft aujourd'hui qui est TypeScript. Allez jeter un œil du côté de Flow, ça peut être une alternative qui vous plaît. Yes, j'ai plein de temps pour les questions, alors allons-y. Il y a les mic runners là qui vont... C'est tôt, c'est le matin, mais tu as forcément des questions complémentaires. Ah là, il y a un monsieur là-bas, qui, en vertu de la loi de Murphy, est dans la diagonale exacte du mic runner. On a le temps, c'est bon. Fait son petit sport le matin. Bonjour. Salut. Donc en fait, tu compiles pour autant de cibles que tu as de navigateurs, de... Non, tu fais une compilation. Mais par contre, tu vises le plus petit dénominateur commun. Tu peux choisir de faire plusieurs compilations, mais ça va complexifier pas mal ta chaîne de déploiement. C'était un peu l'idée, ouais. Ouais, ça va la complexifier pas mal parce que en gros, ta coquille HTML qui référence ton gros script bundle à la fin et tout, bah, tu ne sers pas la même. Et comment tu vas faire? Tu vas faire du browser sniffing avec la gueule des user agents aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Tu pourrais faire de la feature detection. Le problème, c'est que tu vas ralentir énormément parce que tu es obligé de charger d'abord, feature détecter et recharger derrière. Donc non, en général, vraiment ce qui marche, même pour les gros sites, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que même si tu transpiles tout, parce que tu vises IE9+, en gros, tu obtiens quelque chose de éminemment utilisable et qui gésime bien, qui machin. Voilà, c'est ce que font les gros. Et ça marche bien. C'est-à-dire intellectuellement comme ça on fait ah ouais mais machin. Commence par minimiser les 900 kilos non optimisés de ta JPEG sur la home. Hein. Implémente HTTP2, tu vois, fais des choses qui servent pour de vrai. Et le fait que ton bundle commence par mettre des vraies entêtes de cache qui marchent, déployées sur un CDN, c'est cadeau, ça coûte globalement rien. Et après, on verra minimiser la taille du bundle en fonction du service. Mais c'est vraiment l'optique qui, je suis pas du tout convaincu que ce soit en vrai pertinente. Faudrait profiler. En plus, c'est toujours pareil, d'un site à l'autre, c'est pas pareil. Mais elle arrive loin en termes de retour sur investissement par rapport à d'autres axes d'opti front, elle arrive très très loin derrière. Donc si ton plus petit dénominateur commun, si on transpile tout, c'est pas un problème. Ça répond à ta question? Ok. Yes. Vas-y, je vais la répéter. Est-ce que tu as pu mesurer les pertes de performance
Ouais. sur des bords de télé. Est-ce Ah. que du coup utiliser ES6 peut avoir des impacts de performance par rapport à... D'accord. La question c'est, est-ce que du coup, donc en fait à cause de la transpilation, Ouais. tu parles pas du natif. Non, je parle Ouais. Est-ce que le code transpilé au final, par rapport à si on avait écrit notre S5 à la main, tout ça, est-ce qu'il y a une perte de performance? C'est ça? Je peux te demander dans quelle société tu fais de la box télé? WP. D'accord. Alors, d'une manière générale, on s'aperçoit que non. Chaque fois que les gens ont profilé, ils n'ont pas senti de perte. Parce qu'en fait, le code en plus, éventuellement, Babel fait très attention à ne pas sortir du gras. Hein. Donc il sort vraiment du code petits oignons. Et en fait, l'éventuel surpoids par rapport à toi, si tu avais fait ton code ES5, d'abord, des fois, il n'y a pas de surpoids parce que les gens ont tendance à faire des trucs ultra verbeux en ES5, beaucoup plus que nécessaire. Et surtout, le code pondu par Babel est hautement optimisé. Il y a beaucoup de micro-optimisation d'exécution, comme l'auto-hosting, comme la mise en cache des lengths, comme 1 million de choses comme ça. Toutes les best practices d'exécution pure qu'on a depuis des années, que la plupart des gens ne connaissent pas ou n'implémentent pas. La plupart des gens qui font du JavaScript n'ont pas pris la peine de l'apprendre vraiment sérieusement. Donc ils font ça un peu genre JavaScript entre parenthèses jQuery. C'est un peu la même chose que je parle anglais entre parenthèses LOL. Tu vois et du coup, en général, l'éventuelle perte, qui est une perte de poids pure, en fait, c'est-à-dire une perte qui impacte en amont, c'est-à-dire la couche réseau, simplement. Donc avec les bons caches, en plus, elle impacte une fois. Dans une box, en général, ton JavaScript est sur device, donc il n'y a pas de problème de chargement. Est largement compensé par le fait que souvent, l'ES5 pondu par Babel, en runtime execution, est plus performant que le S5 manuel. Donc non, en général, c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, la productivité du développeur, elle fait x10. Et ça joue énormément en time to market, en rétention des développeurs dans l'équipe, etc. Donc, yes. La transpilation qui est faite par Flow ou TypeScript, est-ce que c'est l'équivalent de celle avec latest minimal, si on le fait avec Babel directement, ou est-ce que ça va tout transpiler Alors, eux, ils ont une target, donc c'est pas du tout du latest minimal, il n'y a pas d'histoire de ces features détectées ou autres. Alors Flow, Flow, sa transpilation, ça revient juste à enlever les annotations. Hein. C'est tout, ça enlève les annotations de type, c'est tout. Hein. Et Babel, tu peux le faire avec Babel directement, qui a des plugins exprès pour ça en fait. Comme ça, tu as un seul outil sur la partie transpile. Non, pour TypeScript, spécifiquement, il transpile tout. Donc TypeScript, si tu lui dis ta cible c'est ES5, tout ES5. Si tu lui dis pour TypeScript 2, ta cible c'est ES 2015, tout ES 2015. Mais par exemple, il ne s'occupera pas de savoir ah ouais, mais je suis sur une runtime qui a aussi 2016 et les morceaux de 2017. Tu vois. Quand tu fais de la sync await en TypeScript 2, ça pond des générateurs et des promesses en ES 2015. Ça ne pond pas de la sync await ES 2017. Donc eux, ils sont dans une approche transpilation intégrale. Alors que Babel, justement, depuis Babel 6, ça a été la grosse révolution il y a 1 an, tu peux choisir finement. Donc tu recommandes plutôt Babel Ah bah moi je suis beaucoup plus le client Babel. Si tu veux de la notation de type, je te recommanderais personnellement mon esthétique ou mes choix, si moi je devais le faire dans une équipe, ça serait Babel plus Flow plutôt que TypeScript 2. Il y a des millions d'arguments de contexte et tout qui peuvent tout à fait justifier plutôt TypeScript 2. Marocco, ça serait plutôt Babel plus Flow, toutes choses étant égales par ailleurs. Mutatis mutandis, comme dit l'expression. Tu t'es tiré ou t'avais une question? D'accord. Il nous reste 1 minute. La dernière, vas-y. Quand tu testes le code transpilé ou tu testes... Ah non, je teste l'original. Tu peux, pareil, dans mon Mocha ou dans Jest ou n'importe quoi, tu mets le require hook et tu travailles directement dessus. Et tu peux même débugger tes tests correctement. Il y a encore quelqu'un qui a tweeté un article, là c'est une nana qui a tweeté un article sympa récemment, même via Node Inspector ou Chromium, puisque maintenant depuis les derniers nodes par exemple, on a Inspect qui permet de connecter n'importe quel DevTools Chrome, aussi récent soit-il, à ta runtime. Non, tu peux travailler au niveau de ton débugage, y compris le débugage des tests. Ou l'exécution simplement des tests et donc les localisations des fails et tout ça, directement sur le S 2015, même quand tu as Babel qui se transpile. Ah ouais, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller de l'autre côté de la source map. Non, ça marche très bien. Pareil pour la couverture de test, hein, avec des outils comme NYC, qui est une préconfiguration d'Istanbul exprès pour Babel. Ta couverture de test, ligne à ligne, expression par expression, elle est sur ton code ES 2015 d'origine. Ouais. Et ben voilà, merci à tous.